que je lis sur ce chat pendant l'écran d'attente? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Je vais prendre des messages au pif. Des pronos, l'ours, c'est pour ce soir? Ou bien... Salut mes besogneurs d'ours sûrs. Ça va? Bonsoir, bienvenue à tous dans ce live du 23 novembre 2023. Il est à présent 19h49. Nous allons papoter un petit peu, mais assez rapidement, puisque je voudrais passer sur Baldur's Gate. Hier, on a eu une scène assez importante dont j'ai très envie d'avoir la suite, mais je ne vais rien vous dire tant qu'on ne passera pas sur le jeu, pour préserver du spoil ceux qui regardent juste les pré-lives en se disant « je vais jouer de mon côté » ou « je ferai le jeu plus tard ». Donc nous en parlerons quand on passera sur le jeu, ce qui est bien plus pratique aussi pour les VOD, bien sûr, pour ceux qui rattrapent les VOD. Au moins, ils ont le petit récap du début en mode « Previously ». Merci Palace, merci beaucoup pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Willy également pour le 19e mois, merci bien. Toi qui as commencé, attendez, c'est vrai, c'est ta faute de VHS, mais tu es complice. Ah, mais c'est pas moi qui ai inventé le fait qu'on pouvait besogner l'ours, hein. Mais je crois qu'effectivement, c'est à cause de VHS toute cette histoire, hein. Je crois qu'effectivement, c'est à cause de lui qu'on en est rendu là, quoi. Il y a beaucoup de poils sur ce micro, dis donc. Vous voyez rien, mais moi, je vois tout. J'étais en train de type un message pour savoir le previously, bon timing. Ouais, je le fais toujours au moment où on passe sur le jeu pour essayer de préserver du spoil au maximum les gens qui sont en train de faire une run ou qui veulent la faire plus tard. Je fais très attention aussi en termes de VOD. Faire en sorte que les titres ne spoilent pas. Il faut que les titres ne spoilent pas, tout en étant relativement explicite pour ceux qui connaissent la run. Parce que moi, quand j'ai un jeu que j'aime beaucoup, j'adore regarder les let's play des gens, et quand il est en plusieurs parties, j'aime bien savoir un petit peu près ce qui va se passer. Donc c'est un numéro d'équilibriste, mais jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. J'espère qu'on s'y retrouve, en tout cas. Elle trouve comment le jeu GOTY sur 20? Moi, je pense que c'est le GOTY de tous les GOTY, mais bon, après... Hop. Salut, oui. Et oui, il y aura la VOD qui va être postée. Elle n'a pas encore été postée, celle d'hier. De toute façon, elle va être en 2 parties parce que hier, on a streamé un truc comme 5 heures de let's play, je pense. Donc, il y en a pour un petit moment. Attendez, je suis en train de fermer tous mes onglets inutiles. Tous mes onglets où j'ai regardé des bloopers de Friends. C'est ma petite... ça, c'est mon truc... ça, c'est mon truc favori où je les connais de ouf, mais ça me fait toujours du bien. Les bloopers de Friends, quelle dinguerie. Ah oui, elle est pas mal, la miniature sur le First Class Trouble. Hein. Elle est pas mal. Attendez. J'avais commencé à jouer à Red Dead 2, et après, je me suis dit, vas-y, je vais faire le 1. Hors live, hein, j'ai tout fait hors live. Pour une raison... j'ai arrêté de jouer au jeu par manque de temps, et pas du tout parce que ça me plaisait pas, au 1, je veux dire. Et au final, j'ai jamais repris, mais je pense qu'un jour, je le ferai. Mais ce sera hors live parce que Red Dead 1, encore en live, ça peut se faire. Et encore que, est-ce que c'est intéressant, je ne sais pas. Le 2 est vraiment très très long, et les let's play très longs. C'est très difficile à tenir un long let's play sur Twitch sur la durée, à moins que tu tunnel vision dessus pendant 2 semaines. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est des trucs qui demandent un suivi, qui demandent... C'est comme une série, c'est comme louper un épisode de série. Là où si vous loupez une partie sur Worms, bah on s'en fiche, quoi. Ouais, alors pour vous montrer la miniature qu'a fait Ras pour First Class Trouble, nous y voilà. Ah ouais, là on est parfait, là on est bien, là. On est vraiment bien. Voilà, le lore de Worms, bon. Mais j'en pense que Red Dead 2 serait sûrement un de mes jeux préférés. Enfin, moi, de toute façon, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut monter à cheval dans un jeu, déjà... Je n'ai jamais fait de poney de ma vie, j'ai jamais fait de cheval de ma vie, mais j'adore les jeux où on peut contrôler un cheval. Voilà, donc je suis une femme simple, et sur Red Dead 2, bah voilà. Là, t'es content, donc il part déjà avec un très bon avantage. Et Red Dead 1, le début, ça m'avait fait grave kiffer. Le cheval, c'est trop génial. Non, mais en vrai, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Même s'il y a plein de jeux dans lesquels la gestion du déplacement des chevaux est vraiment compliquée, pour le coup.
Mais bon, écoutez. Je peux avoir un point odeur de la cagoule, mais je me lave, mes aïeux, quand même. Oh, je l'ai porté pendant un stream, ça va, je sens pas si mauvais, quand même. Oui, dans Red Dead, le déplacement des chevaux, ça a l'air d'être sûrement l'un des jeux les mieux optimisés pour ça. Je me souviens que sur Zelda, alors TOTK, je sais pas ce qu'il en est, mais je pense pas que ça ait beaucoup changé, mais je me souviens que sur Breath of the Wild, des fois, c'était un peu compliqué quand même. The Witcher 3, il y avait un petit peu des dingueries. Skyrim, on n'en parle même pas. Mais ça fait un peu le... C'est un peu... Voilà, c'est l'un des souvenirs qu'on a du jeu aussi. Et sur le coup, on râlait, mais en vrai, avec le recul, c'était un peu rigolo quand même. Mais je sais qu'un jour où je vais tomber dans la spirale des Red Dead, on va être à fond. Mais ça, c'est un jeu que je ferai pas sur Twitch. C'est un jeu que je ferai pas sur Twitch. Je pense que c'est un jeu que je ferai hors live. Et il y a un jeu aussi où je me tâte toujours à le faire. Mais là, c'est pas du tout la priorité. Mais c'est Horizon aussi où je me dis, ouais, ça pourrait être un jeu qui pourrait être un let's play qui est un peu long, mais pas trop. Mais je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de le faire sur Twitch. Je ne sais pas. Là où je pense que Baldur's Gate, c'est intéressant parce que du coup, il y a plein de gens qui vont pas forcément envie de refaire le jeu 3 fois, donc ils passent sur des let's play pour voir un petit peu les variations qu'il peut avoir d'une run à une autre et tout ça. Là, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. C'est vrai que... Enfin, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir voir du Last of Us, par exemple. Moi, j'ai pas joué à Last of Us, ni le 1 ni le 2, parce que je trouvais que j'étais trop paniquée face au claqueur. Tout le monde dit non, mais ça va, franchement, c'est acceptable. Moi, je suis terrifiée. Dès que j'entends leur bruit, je suis terrifiée, donc je ne l'ai pas fait. Et je sais que c'est un jeu qu'on me demande pas mal, parce que je sais que les fans, ils sont très fans et ils ont envie de voir des réactions sur tes scènes. Et par contre, l'un des let's play que je consomme le plus, c'est FF14. Les gens qui streament l'histoire principale de FF14, je pense qu'il y a beaucoup de let's play qui ont 14 vues. 13-14 vues que j'ai maté sur des moments assez clés de l'histoire pour voir la réaction. Merci Canne à sucre pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. Last of Us, tu pourras pas, ça fait trop peur pour toi. Bah ouais, c'est ça. Je suis un peu frustrée parce que ça a l'air vraiment d'être un jeu ouf, mais... J'avais commencé Red Dead, mais jamais fini. La dernière action que je me souviens d'avoir faite, c'est d'attraper une bonne sœur au lasso et d'avoir traîné derrière mon cheval. Red Dead 2, je l'ai trouvé lent dans toutes les actions, j'ai vite laissé tomber. Moi, ça me pose pas de problème, le côté très lent, voire contemplatif d'un jeu. Au contraire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans Breath of the Wild, où je trouvais que les déplacements, des fois, pouvaient vraiment prendre du temps quand tu arrives pour la première fois à un endroit et qu'il faut gravir une montagne, ce genre de choses. Je trouvais que tu avais le temps de regarder autour de toi, de regarder un petit peu la lumière qui évoluait, de perdre ton objectif 3 fois et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le côté où on se perd dans le jeu. Pour moi, il y a vraiment ce côté immersion qui rentre en ligne de compte, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça. Comme, de toute façon, il y a plusieurs profils de gamers. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. J'ai regardé une vidéo l'autre jour. Alors, non. J'ai regardé une vidéo l'autre jour qui parlait de ça. Justement. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les mêmes jeux, les 9 profils de joueurs. Et en gros, ça explique un petit peu tous les types. Et il y a des gens... vous les connaissez de façon, mais il y a des gens pour qui l'histoire va être très secondaire et vont préférer l'action, et d'autres personnes qui sont des tryharders en termes de stuff, en termes d'objectifs. Il y a des gens qui ont la collectionnite aiguë pour tous les petits collectables, je sais jamais comment on dit, d'un jeu. Enfin bref, vous savez quoi. Et moi, je pense que le truc dans lequel je mets le plus d'intérêt, ça va être l'histoire et le côté un peu enchanteur, en fait. Je pense que quand je joue à un jeu vidéo, j'ai besoin d'être enchantée par le jeu. J'ai besoin d'être émerveillée. Et c'est ce qui s'est passé avec Breath of the Wild. C'est ce qui s'est passé avec Tunic. C'est ce qui se passe avec Baldur's Gate. C'est Red Dead, je suis sûre que ça va me faire la même chose. Enfin, voilà quoi. Une bonne musique peut me vendre un jeu un peu moyen. Oui, moi aussi, Chroma, c'est vrai. C'est vrai. Dans tous ces types de profils, il y a des noms un peu stylés RP comme des bardes ou des aventuriers. Oui, je me souviens plus assez de la dichotomie entre chacun, mais hop.
Une page en anglais, la source de la personne. Ah, mais je l'avais déjà fait ce test en fait. Ouais, je sais plus ce que j'étais. Je me demande si j'étais pas barde. Je vous mets le lien si ça vous intéresse, mais après, de toute façon, vous connaissez déjà un petit peu. Enfin, si vous êtes sur Twitch, vous savez le genre de personne que vous êtes en termes de ce que vous recherchez comme type de jeu. Mais ouais, c'était ça. Il y avait l'acrobate, le jardinier. Le Slayer, c'est quoi? C'est l'assassin, non, Slayer? C'est le ninja, ça. Le gladiateur. Ah non, le ninja, c'est pas ça. Alors, je sais pas ce que c'est, Skirshimmer. J'arrive pas à le traduire. Pourfendeur. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est des jeux comme Call of Duty, Battlefield. Ça va être des gens qui vont être centrés sur l'action sociale. Où il n'y a pas besoin de planification, où c'est assez compétitif en général. Et moi, c'est un genre qui me parle pas du tout, par exemple. Enfin, je dis ça, en vrai, quand j'étais adolescente, j'ai passé pas mal de temps sur Call of Duty. Alors, ça m'a pas empêché d'être toujours à chier au jeu de tir. Surtout, je jouais manette à l'époque. Hein, donc, jeu de tir à la manette, c'est un peu un enfer. Et j'en ai de très très bons souvenirs, mais c'est vrai que si j'ai du temps, c'est jamais Call of Duty que je vais lancer comme jeu, quoi. Donc, escarmoucheur, j'adore ce terme. Escarmouche. Mais il y avait un truc, je crois que c'est Bard qui me correspond le plus. Les bards, ce sont des joueurs qui sont sociaux, qui aiment interagir. Oh, en vrai, j'aime pas tant que ça interagir avec les autres joueurs. En fait, j'aime interagir avec des amis via un jeu, mais j'aime pas forcément rentrer en contact avec des inconnus via un jeu, donc c'est un peu faux ce que je raconte. Dans des jeux qui sont riches en termes de lore, en termes d'histoire, en termes de découverte, en termes de customisation, ils veulent faire partie d'une grande histoire commune avec d'autres joueurs. Ils vont craft et tout des choses ensemble. Et ils s'en foutent un petit peu de la progression des tâches et de la progression du pouvoir et de l'optimisation, je sais pas, de l'armure ou ce genre de choses. Et par exemple, dans ce cas-là, on peut citer alors, The Secret World et Final Fantasy XIV qui correspond exactement à cette description en tout point, effectivement. Final Fantasy XIV étant l'un de mes jeux préférés. D'ailleurs, on entend la bande-son de Final Fantasy XIV. Ça me correspond pas mal, mais pas que. Non, mais moi, le truc qui me correspond pas du tout, par exemple, c'est un truc dans lequel j'aimerais être bonne et je pense que j'aimerais aimer, mais je pense que j'ai pas la patience pour aimer. Ce sont les architectes, par exemple, ce sont des gens qui vont vraiment être dans le contrôle à 100% dans la planification. Ça va typiquement être des gens qui vont aimer Europa Universalis ou Civilisation ou ce genre de choses. Donc j'aimerais trop être ce genre de personne, mais j'y arrive pas. Mais j'ai une admiration sans faille pour les gens qui... J'ai une admiration sans faille pour les gens qui aiment les jeux de stratégie et qui jouent aux échecs quelque part un petit peu avec des jeux de gestion. Je trouve ça assez incroyable et très smart. Attendez, si on regarde ça plus en détail... Bon, c'est très condensé, hein. C'est très condensé. Il n'y a rien sous ma caméra. Hein. Mais c'est très condensé, évidemment, on pourrait nuancer plus de choses, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien faire un peu des généralités pour définir un peu des grandes catégories. Et ces grandes catégories, elles permettent aussi aux développeurs hein, de savoir quel public ils visent, bien sûr. Mais ouais, je pense que le bard, ça me correspond bien. Challenge plus Discovery aussi. Hein. Quand je vois Céleste, Tetris, etc., ça me plaît bien. J'ai très longtemps pensé, ça je pense que c'est un truc, je pense que les meufs vont comprendre ce que je veux raconter parce qu'on est quand même beaucoup de notre génération à avoir reçu une éducation où on nous faisait comprendre que les jeux vidéo n'étaient pas forcément pour nous ou en tout cas un certain type de jeux vidéo n'était pas pour nous. Et moi c'est pour ça que je parle toujours avec tendresse de Skyrim et pas Animal Crossing et de Assassin's Creed parce que c'est deux licences qui m'ont vraiment fait comprendre que j'avais le droit d'aimer ces choses-là. Et pendant très longtemps, je me suis considérée comme un gardener parce que c'est vrai que j'étais une joueuse très assidue de certains jeux comme Animal Crossing quand j'étais adolescente. Très intense, les Sims aussi, on en faisait partie. Il y avait ce côté très complétionniste, très méthodique en fait, quelque part. Mais parce que je pensais que les autres jeux... C'est pas que j'avais pas le droit, on m'avait jamais dit tu n'as pas le droit de jouer à Assassin's Creed, mais c'est juste que j'avais du mal à me sentir concernée en fait, à être la cible. Et ça, chaque fois que j'en parle, il y a plein de gens qui comprennent pas et les meufs, elles disent ouais, moi j'étais pareil.
Des crack addicts d'Animal Crossing New Leaf sur 3DS. Oui, moi aussi. J'ai encore plus joué à... J'ai oublié le nom de celui sur DS. Parce que New Horizons, on est d'accord, c'est celui sur Switch. Wildlife, non? Oui, c'était Wildlife, je crois, sur DS. Je donne des jeux littéralement dans toutes les catégories. Une fois de plus, je ne corresponds à rien. Non, mais moi aussi, en vrai, moi aussi. C'est vrai que j'adore faire une... Enfin, quand je fais des parties de civilisation, je prends du plaisir. Mass Effect, je suis persuadée que c'est une licence qui me plairait de ouf. Far Cry, j'ai adoré. FF14, c'est l'un de mes jeux préférés all time. Uncharted, j'avais essayé, j'avais beaucoup kiffé. Call of Duty, j'ai des très bons souvenirs sur Call of Duty. Voilà. En fait, c'est rare les profils de joueurs en vrai qui n'aiment qu'un seul genre de jeu et c'est tout, et qui sont très obsessionnels avec un seul type de jeu. C'est rare, mais ça donne un peu une dynamique. Vous deviez en choisir qu'une, quoi. Merci Damien pour le 19e mois, merci beaucoup. Et merci encore Cana Sucre pour le 15e mois également. Merci beaucoup. Dans toutes les catégories, petit lol, Florence. Il est où, lol? Bah, en vrai, je préférerais jouer à un Street Fighter qu'à un lol. Je vais pas vous mentir. En fait, le problème, c'est que je pense que dans la catégorie Ninja Competition plus Challenge, je pense qu'il y a beaucoup moins et l'autre aussi, hein, Destruction plus Competition. Je pense qu'il y a beaucoup moins de meufs pour la seule et bonne raison que les communautés sont réputées pour être très toxiques envers la gente féminine. Et que ça n'aide pas à ce que les meufs se dirigent vers ce genre de jeu, même si vous allez trouver des exemples de personnes, bien sûr, qui font des ranked sur LoL et qui sont des femmes, bien sûr, tu vois. Mais c'est vrai que la porte d'entrée, elle est peut-être moins évidente, quoi. Après, LoL, ils sont toxiques tout court, je suis d'accord avec vous. Quoi qu'il arrive, c'est un peu toxique, mais moi, c'est un truc où il y a un moment où j'avais envie, par exemple, d'être... Moi, j'aimais vraiment Overwatch de fou, c'était vraiment un jeu que j'aimais beaucoup, notamment parce que je trouvais que la DA était incroyable. La DA, c'est la direction artistique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet acronyme. Et je trouvais... En fait, j'aimais bien... J'adorais les jeux de tir, mais je n'aimais pas les jeux de tir réalistes façon Call of Duty. J'avais envie d'un univers beaucoup plus... entre guillemets, coloré, beaucoup plus personnel, en fait, beaucoup plus qui disait quelque chose. Et avec Overwatch, j'avais trouvé pile poil ce que je voulais. Et j'adorais ce jeu, sauf que je trouvais que le chat était très toxique très vite. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a pas vraiment poussée à faire des ranked. Et j'étais très stressée à l'idée de faire des ranked, même au tout début, même quand il n'y avait pas d'enjeu du tout. Parce que je trouvais que la communauté était imbuvable, quoi. Je trouvais que la communauté était horrible. Et je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais plus persévéré et je serais bien meilleure au FPS, quoi. Merci beaucoup Nazgul pour le 50e... Au 50e mois, la vache, ça y est, on passe les 50 mois. Oh là là, merci beaucoup Nazgul pour le 50e mois. Merci beaucoup Nazgul qui doit avoir le badge fondateur. Je crois que je dis ça à chaque fois que tu subs, hein, Nazgul. Tu dois avoir pas loin du badge fondateur, en tout cas. Enfin, tu me suis depuis octobre 2019, la vache. Merci beaucoup pour le 50e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Carbon Inert pour le 30e mois également. Et Romanov pour le 27e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le jeu compétitif engendre souvent de la toxicité de toute façon, hein, quel que soit le jeu. Hein. Quel que soit le jeu. Hein. La communauté de FF14 est réputée pour être très 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 mignonne et très gentille et tout ce que vous voulez, mais dès qu'on va partir sur du PVP en ranked, c'est pas la même limonade, quoi. En tant que personne transfemme, j'ai remarqué qu'avoir une voix plus féminine, on ignore bien plus mes calls qu'avant sur Valo, alors que je fais la même chose qu'avant. On a beau le savoir depuis des années, on a beau en parler depuis des années, on a beau... Enfin, les gens qui sont pas... qui veulent pas vivre dans le déni le savent, etc. Et c'est toujours rageant de le constater et de se rendre compte qu'on en est encore là, quoi. C'est toujours très pénible. De là, je brasse vraiment des choses qu'on sait depuis 15 ans. Hein. Voilà, je réinvente pas l'eau chaude, hein, mais c'est rageant, quoi. Quand tu joues un FPS en live, c'est un peu comme faire un créneau dans la rue sous le regard de 3-4 personnes qui te jugent sur chacun de tes mouvements. C'est vrai. Mais je crois que je préfère jouer un FPS en live que faire un créneau devant des gens. Non, j'ai pas joué à Against the Storm, mais je suis sûre que le jeu m'aurait grave plu.
J'ai vu que c'était Zera qui était très accro à Against the Storm et je comprends de fou en vrai. Ça avait l'air cool. Je préfère le créneau. Ah ouais? C'est aussi la DA qui m'a fait commencer Overwatch. Je fuis les ranked comme la peste. Oui, par contre, en quick play, j'étais vraiment... j'adorais vraiment. Et pourtant, il y avait de la toxicité. Notamment quand tu essaies de jouer un nouveau perso. Si tu la joues pas en quick play, tu le joues quand ton nouveau perso. Tu vas pas commencer à découvrir un nouveau perso en ranked, en fait. C'est un peu pénible, quand même. Et j'étais en mode... Oh, c'est chiant. Ah, ça doit être ma chaîne de vulgarisation, Fabinou. Ça doit être ma chaîne de vulgarisation qui doit être encore linked avec le truc YouTube. J'adore la DA d'Overwatch, mais je déteste le gameplay. Ouais, je peux comprendre, mais moi j'adore en vrai. Moi j'adore, même s'il y a des changements qui m'ont pas plu, mais globalement j'adore. Mais j'ai moins envie d'y retourner, quoi. J'ai tellement l'impression que Blizzard s'est un peu foutu de nous que c'est un peu difficile, quoi. La nouvelle chaîne, un petit lien. La chaîne de Best Of, elle est à l'arrêt pour l'instant, mais il y a la chaîne de VOD. Point d'exclamation VOD. T'as joué aux deux? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu un regain de la hype sur Overwatch 2 et tout, et j'étais trop en mode let's go, je vais pouvoir jouer et tout, machin. Et en vrai, ça m'a grave plu, et je me souviens d'un très bon stream, enfin moi j'avais un très bon souvenir de ce stream, où Vras, mon agent, avait été coach sur Overwatch, et on avait fait un stream tous les deux, où il me donnait des conseils et tout pour s'améliorer en tant que... Bah, on s'améliorait dans les FPS et je trouvais ça cool parce qu'en fait les conseils qu'il donnait étaient souvent assez généralistes et permettaient de retranscrire aussi pour d'autres gens qui débutent les FPS. Genre moi je sais que j'ai un défaut dans les FPS, je sais que j'ai tendance en fait quand j'ai un ennemi en visio, en visu pardon, je tunnel vision sur lui, il n'y a plus rien qui existe et c'est très souvent que je focus sur un ennemi en face de moi et que j'oublie qu'il y a d'autres dangers aux alentours. Et ça, c'est un truc. Oh, tu joues à Overwatch, tu joues à Valo, tu joues à plein d'autres choses. Ça peut être, pareil, quoi. Et j'avais trouvé ça assez intéressant comme stream. Ça changeait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire. C'était cool. Mais bon, bah. Pas trop rejouer, quoi. Oh là là, Damien. Arriver sur un serveur CS, pour la première fois, être super nul du coup, me faire gronder par l'admin parce que je fais nimp, donc j'handicape l'équipe. Me dire que je suis un noob et lui qui lâche cette phrase quand on est débutant, on le met dans son pseudo. Mais en plus, c'est faux parce qu'en plus, tu le mettrais dans ton pseudo que tu te mangerais quand même de la toxicité. Le problème des FPS, c'est que t'as l'impression que t'as pas le droit. En fait, soit il faut avoir commencé à l'âge de 12 ans et du coup, t'as progressé, mais si tu veux t'y mettre plus tard, t'as l'impression que c'est l'un des rares trucs où tu peux pas commencer trop tard. T'as l'impression que tu vas te faire défoncer si tu essaies d'apprendre à 24-25 ans, là où Civilization, tu joues tout seul, t'emmerdes personne, t'apprends quoi. Ou plein d'autres jeux, tu vas apprendre. Soit t'es né avec le don, soit tu dégages. Bah c'est un peu le mood des FPS hein, malheureusement. Merci Carmi pour le 22e mois, merci beaucoup. Ouais lol c'est pareil, hein. Lol c'est la même limonade. Hein. Faut être coaché pour apprendre vieux. Ouais, mais enfin, il y a un moment où il va falloir que tu te jettes dans l'eau du bain et que tu essaies, quoi. Parce qu'être coaché, t'as la théorie et t'as la pratique. Et après, c'est à force de répétition, de répétition, de répétition que tu vas t'améliorer. Et tu peux pas tout le temps te battre contre des IA. C'est pas possible, en fait. Il faut jouer régulièrement. C'est vraiment un type de jeu, les FPS, qui demande de l'entraînement pur et simple et avec lesquels tu perds assez vite. C'est vraiment un jeu qui demande de la constance et de la régularité. C'est un peu ingrat en vrai, les FPS en termes de. En termes d'implication, c'est assez ingrat. Je sais que les fighting games, on a énormément cette réputation aussi de jeux inabordables. Qu'est-ce que t'appelles les fighting games, Lys? Parce que moi, fighting games, j'entends Smash, Street Fighter, ce genre de choses, mais... J'ai commencé les FPS assez tard par R6S.
Et j'osais pas lancer une partie contre de vrais joueurs. Depuis, j'ai passé le cap et je suis même plutôt bon en FPS globalement. Bravo, Biker. Guilty Gear, Smash, Street Fighter. Ok. Alors après, je trouve que pour un jeu... Je connais pas la communauté Street Fighter, mais pour Smash, comme tu joues sur une Switch où il n'y a pas de chat et que tu lances... En fait, t'es tout seul. T'as pas cet aspect d'équipe, déjà. T'as pas d'aspect d'équipe. Donc en fait, si tu perces, tant pis pour toi. Du coup, je trouve qu'il y a moins de pression de ce côté-là. Parce que tu n'handicapes que toi, on va dire. Un conseil que je peux donner aux débutants quand ils commencent les ranks, peu importe le jeu, on mute tous les gens. Car ceux qui vous critiquent, même si eux-mêmes sont très nuls par rapport à des joueurs pros, ils n'hésiteront pas à vous critiquer, même comme s'ils étaient très bons. En vrai, l'une des choses que j'ai constatées, notamment avec le dessin, et en fait je me suis rendu compte que ça vaut pour beaucoup de choses, c'est que les gens qui sont très critiques envers les débutants ne sont pas du tout de très bons joueurs, de très bons dessinateurs, de très bons musiciens, etc. etc. Vous allez trouver des contre-exemples, j'en suis sûre. Mais en fait, les gens qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, ils le savent et ils n'ont pas besoin de le prouver. Et du coup, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas des toxiques dedans, hein, bien sûr, hein, mais c'est la courbe. J'oublie toujours la... Ça veut être un peu en lien avec la courbe de... Cougar, là. Dunning-Kruger. Je pense que ça a vraiment un lien avec ça. Vous savez, ce fameux schéma qui est sûrement l'un des plus connus comme effet. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont critiques et qui sont sur la première petite dune là. On ne voit pas mon curseur, mais vous voyez très bien. Au niveau de la montagne de la stupidité, là, vous voyez. C'est ceux qui vont être très très critiques et qui vont être très donneurs de leçons, peu importe le domaine. Et après, ils se font ramasser par des gens qui jouent bien meilleur que eux au jeu. Ou qui dessinent mieux, ou qui sont des meilleurs musiciens, ou ce genre de choses. Et après, ils se calment. Moi, j'appelle ça les néo-convertis. C'est un type de profil qui match avec beaucoup de choses. Mais en gros, ça va être les gens qui viennent de découvrir quelque chose d'important, qui les a un peu bouleversés ou ce genre de choses, ou qui apprennent quelque chose de nouveau. Et en fait, qui sont très intenses et qui pensent tout savoir parce que eux, ils viennent de découvrir un truc et ils ont oublié qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que derrière eux. L'effet Dunning-Kruger est un concept qui a fait l'objet de sérieuses critiques en sciences sociales. Si t'as des précisions, Fabrique, je suis preneuse. Parce que je ne le savais pas. Je suis perdue dans la vallée de l'humilité, sauf quand je suis con. Merci Fédric pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment constaté sur le dessin notamment. C'est que les gens qui étaient... Les gens de ma communauté qui sont professionnels dans le dessin, je connais plusieurs pseudos et ce sont les gens les plus pertinents dans leurs remarques et les plus bienveillants en général. Je peux plus voir ce mot parce qu'on l'a galvaudé à toutes les sauces et ça veut plus dire grand chose, mais c'était les plus gentils et les plus prévenants peut-être. Donc voilà. Quel plaisir de faire tomber des gens de cette butte. Le bienveillant world. Merci beaucoup Massowitz, merci beaucoup pour le 3e mois, merci également Carmi pour le 22e mois, merci beaucoup. C'est plus un rapprochement vers la moyenne, les mauvais se pensent plus moyens, mais pas bons non plus, exactement. Les gens qui sont super forts, souvent, au fait, ils sont très ouverts au fait de faire découvrir, à faire de la pédagogie. Les toxiques, c'est les gens qui se croient très forts. Exactement. Exactement. Fabrique nous dit donc que l'effet de Dunning-Kruger avait été vraiment très critiqué en sciences sociales, ce que je ne savais pas, donc vous faites bien me le dire. En gros, la courbe d'origine. Hop, je mets ça. La courbe d'origine ne ressemble pas du tout à ça. C'est plus un écart entre deux droites, et l'échantillon initial n'était composé que de sujets américains, donc études très ethnocentrées. Mais il faudrait que Panopsy détaille. Ok. Le terme besognier me laisse perplexe. Veux-tu des explications, Umber It? Dans les jeux vidéo compétitifs, ceux qui critiquent, c'est des gens tryhard qui sont frustrés parce qu'ils se sentent handicapés par un débutant dans leur team sans se remettre eux-mêmes en question. Oui, mais enfin, si tu fais une ranked avec quelqu'un qui est débutant, techniquement, c'est que t'as pas un elo qui est non plus hyper élevé non plus, quoi.
À moins qu'il y ait plus personne sur le jeu. Et je suis d'accord avec toi, Chouquette. Je pense que quand on sait le travail et la pratique que ça représente, on devient plus humble aussi, peut-être. Oui, 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 certainement. Certainement. Là. Après, il y a les comptes Smurf, ouais, il y a autre chose, ouais. Mais ça, c'est autre chose. Si tu fais un compte Smurf et que t'es étonné de tomber sur des débutants, bah c'est ta faute, tu vois, t'as fait un compte Smurf, donc... AFK raclette, j'aime beaucoup ce message. AFK raclette. De toute façon, les FPS compétitifs, soit t'es pas bon et on te critique, soit t'es super balèze et on pense que tu cheats. Oui, parce qu'après, il y a eu beaucoup de gens qui cheataient aussi sur les FPS, c'est ça le problème. J'ai toujours joué à Call of Duty et jouer avec mes potes, même s'ils sont moins bons, c'est toujours une bonne ambiance. Je préfère donner des conseils que leur chier dessus. Je comprends vraiment la mentalité alors que je joue depuis 12 ans à Call of Duty. Et surtout, c'est comme si tu apprenais un jeu de société à quelqu'un. Un jeu un petit peu complexe et que tu t'agaçais parce qu'il comprend pas toutes les règles tout de suite. Je parle pas d'un jeu comme Uno, et encore Uno, t'as des débats entre les personnes qui se comprennent relativement facilement. Mais je vais parler d'un jeu, genre, si tu inities un de tes potes à risque, tu vas pas t'étonner que la première fois, il fait des erreurs, tu vois, enfin... Ou les échecs. Ou les échecs, tu vas pas t'étonner que le mec, il se fait avoir par le coup du berger, tu vois, enfin, c'est stupide. Bon bref, là, je prêche des convertis, de toute façon, mais... Punaise, le kit de désamorçage dans Exploding Kittens, fallait l'utiliser là. J'adore ce petit jeu, il est marrant. Ah, tu joues vraiment comme ça? Ok, hein, comme tu veux. Hein. C'est un truc que j'ai constaté dans Isaac aussi. C'est marrant, je viens d'y penser. Isaac, typiquement, c'est un jeu où les gens qui sont archi bons ont des conseils qui sont plutôt bienveillants et ceux qui ont un niveau un peu mais, ils sont un peu virulents dans leurs commentaires. Là, je sais que vous allez faire une référence à Antoine, bien sûr. Dans The Event. 2400 aux Zélo, aux échecs en 2 jours perso, mais c'est pas un concours. Oui, cette musique est vraiment dans Final Fantasy XIV, mais elle n'arrive que lors de l'extension Shadowringer. Toutes les musiques que tu entends, là, de toute façon, elles viennent de l'extension Shadowringer. C'est une musique de zone. Idée cool, stream multiplayer. Archipelago est un randomizer multijeu où les différents jeux débloquent des choses pour les autres jeux, c'est assez dément. Ah ouais? Je note. Je note. Je vous donne un conseil d'ailleurs. Je vous donne un conseil. J'ai créé un serveur Discord perso, il n'y a que moi dessus, et j'ai plein de petites notes, genre, typiquement, je vais vous dire, j'ai un channel par exemple vidéo, qui sont des vidéos que je vois sur YouTube. En fait, j'ai énormément de comptes YouTube différents, et pour naviguer entre la chaîne de VOD et mon compte principal, un autre compte, enfin bref. Donc je ne m'y retrouve jamais dans les playlists, et du coup je mets ça en mode, ok, comme ça je la mets de côté, je la retrouverai plus facilement. J'ai une catégorie pour les idées de jeux que vous me donnez en stream que je ne connais pas. Il y a des jeux que je veux faire et je les ai en tête, mais il y en a que je ne connais pas, donc je les note dans un channel aussi. Je vais avoir un channel pour c'est très con. Des fois, il m'arrive de me prendre en photo pour... L'autre jour, je voulais une certaine position. Je voulais faire un dessin. Je voulais faire une certaine position avec les mains. Et j'arrivais pas à trouver une photo de référence. Et du coup, je me suis fait en autoportrait avec mon téléphone que j'ai transféré sur mon iPad pour pouvoir la mettre dans Procreate. J'ai l'impression d'être Clément le No Life en disant cette phrase. Et du coup, plutôt que de spam une conversation à la con, de me l'envoyer par mail, je la mets sur mon Discord. Donc bref, créer des serveurs Discord pour vous, ça peut être un espèce de bloc-notes géant, mais arrangé en catégories, c'est hyper pratique. Voilà. Oui, il y a Notion aussi, mais je suis plus... En fait, je suis tellement à l'aise avec Discord que j'avais un peu la flemme d'utiliser une nouvelle application. Discord ne veut pas récupérer les infos? Bah écoutez, ils vont récupérer comme quoi l'info que je me suis mis de côté la dernière vidéo de Seb qui s'appelle 10 ans plus tard, ainsi que la vidéo de Deotoons qui s'appelait On peut terminer Pokémon Or sans jamais se faire toucher?
Ainsi que 20 mascottes faciles à obtenir sur la Final Fantasy XIV. Bon, je pense que je vais m'en remettre. Si jamais il tombe sur ces infos, je pense que ça va. Ça ira. Des infos qui valent de l'or. De toute façon, toutes les données sont répertoriées peu importe où. Hein. Si vous avez un téléphone avec les clouds, etc., laissez tomber. Donc bon. Non, je mets pas des choses, je mets pas des choses hyper perso dessus. Hein. Ah, je remonte les messages. Là, j'ai une référence d'un podcast que vous m'aviez donné une fois. Très ça, ces infos, hein. Très très ça. Voilà, mettez pas vos coordonnées bancaires, voilà, exactement. Mettez pas votre carte de carte bleue. Prenez pas de photo de votre carte bleue pour la mettre sur Discord, évidemment. Je les ai OneNote, surtout pour ce genre de trucs, mais pas bête Discord, j'avoue. Bah, ça me permet d'organiser mes trucs. Et en fait, comme j'ai tout le temps Discord ouvert quand je suis sur quelque part, bah, au moins j'ai ça sous la main. Après, Notion, je sais que c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé. Mais je le connais pas, donc je pourrais pas en parler. Merci beaucoup, Your Local Trilingual. Merci beaucoup pour les 3 mois d'avance. Merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue dans la communauté. Et merci Shotmaker pour le sub. Bienvenue à toi dans la communauté également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En vrai, une appli de gestion de projet peut être configurée simplement pour faire ça. Asana, Trello, etc. Ils ont souvent des versions gratuites. Oui, oui, oui. Bah, après, j'aurais pu en utiliser une autre, hein, mais Discord, je trouvais ça pratique. Pour ce dont j'avais besoin, je trouvais ça pratique. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui font du world building ici, dans le chat? Et si oui, vous utilisez quoi pour faire votre world building comme logiciel? Discord est un peu ton nouvel bullet journal, en tout cas un complément en fait. Je l'ai toujours avec moi. Hein. Il est ici. Il est ici, mon bullet journal, je l'ai toujours, mais en fait j'utilise aussi le Discord pour pas avoir à noter à chaque fois à la main tout ce dont... Enfin, genre je suis en stream, je fais un petit copier-coller, c'est plus simple. World en ville, ok. Qu'est-ce que... Le world building, c'est des gens qui ont envie, par exemple, de... Je vais vous prendre l'exemple type. Tolkien, quand il veut écrire Le Seigneur des Anneaux, il commence pas par écrire direct... Enfin, peut-être que si, mais c'est rare. Il commence pas par écrire direct... Frodon se baladait dans la comté quand tout à coup, pour créer une histoire cohérente, tu vas devoir décrire, je sais pas, c'est souvent pour les gens qui font des univers un peu étendus, mais quelle race peuple ton jeu, quels sont les pays, quels sont les rapports entre les pays, quels sont les rapports entre les personnages, est-ce qu'il y a une religion, est-ce qu'il y a une langue, etc. Et en fait, donc tout l'univers, ce qu'on appelle le lore, va être ce qu'on appelle du world building du coup. Donc on va créer un univers, on va construire un univers qui est cohérent. Et généralement, tu peux pas tout écrire dans un fichier Word parce que ça peut être très vite le bordel. C'est pour ça que je vous demande un petit peu ce que vous utilisez. Voilà, Tolkien, il a commencé en l'occurrence par créer une langue grammaticalement complète, mais no offense, mais je ne pense pas que vous allez commencer par ça. Mais voilà, c'est en fait dans un coin, t'as un arbre généalogique, dans un autre coin, t'as, je sais pas, des cartographies, etc. Et c'est tout au même endroit, quoi. Donc vous avez dit, donc Word en ville, Trello, Discord, Legend Keeper. Notre jeu, j'écris dans des carnets. Ah, mais moi, je suis une amoureuse du papier, hein. Regardez, hein, moi, c'est mon agenda, il y a un agenda papier, hein. Donc je ne vous juge pas. Donc c'est ça le world building. C'est ça le world building. Et comme t'as plein... En fait, c'est vraiment, faut s'imaginer un peu un espèce de grand tableau en liège qui est relié avec des flèches dans tous les sens. Sauf que c'est trop compliqué de faire ça à l'écrit. Enfin, il y a des gens qui le font, mais c'est pas forcément facile. Et du coup, t'as besoin d'organiser tes notes et tout mettre dans un fichier Word. Même chapitré, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je vous demandais ça. Après, il y a le bon vieux post-it sur le tableau blanc, effectivement, aussi, hein. Pour faire des maps facilement, je prends Wondercraft. Ok. Sans me souvenir qu'il y avait un club dans lequel les uns lisaient les brouillons des autres, non dans le Discord, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, on a pas mal de passionnés de world building dans la communauté. Je lis carnet papier et je mets les principes au propre sur Inkscape sous forme de mind map. Je détaille, je fais des fiches papier. J'ai essayé des softs spécialisés mais je n'ai pas été convaincue. D'accord. Obsidian pour organiser les notes comme un tableau et les relier. Très bien. Ok. Non, mais j'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit, tiens, je demanderai à la communauté parce que je sais que vous utilisez ça, enfin, qu'il y en a plusieurs dans le chat qui sont concernés. D'ailleurs, je suis étonnée du nombre de réponses que j'ai eues, donc vous êtes beaucoup à vouloir construire des choses, je trouve ça trop cool. Going. Figma, c'est vraiment cool pour faire des notes avec des liens. Ok, il y en a quand même beaucoup des logiciels finalement qui permettent de faire ce genre de choses. Legend Keeper en mode wiki avec des boards à pins vers des articles. Ok. Ouais, c'est vraiment votre wiki personnel, quoi. J'ai commencé l'écriture originale il y a quelques mois et j'adore. Je sais qu'à un moment donné, je vais finir par tomber là-dedans parce que j'ai aussi des projets d'écriture et tout, un jour peut-être. Mais c'est pareil, c'est comme n'importe quelle activité artistique, ça demande quand même de la rigueur et de la régularité. Et pour l'instant, je mets mon énergie dans autre chose, mais je sais que j'y viendrai à un moment donné. C'est quand on aura l'occasion de te revoir sur FF14 ? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne ferai pas la prochaine extension en live parce que je fais toujours l'histoire principale de mon côté. Mais... OMG, le nouveau Seigneur des Anneaux. Non, moi si j'écrivais quelque chose, ce serait un truc en one shot, sans un univers étendu, histoire de commencer doucement à écrire une histoire plus simple et ensuite petit à petit, éventuellement, ouais, faire un truc plus profond. Mais en fait, moi j'ai un gros complexe, c'est que les œuvres culturelles qui m'ont bouleversée, je me dis, bon, tu feras jamais ça, Florence. Perso, je construis les personnages avant de construire l'univers. Il y a différentes façons de faire, hein. Vous savez, il y a des gens qui font le world building à fond, quasiment tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le world building et qui n'écrivent pas d'ailleurs. C'est un petit peu dommage. Il y a des gens qui vont écrire d'abord les relations entre les états, s'il y en a, ou états ou assimilés. Il y a des gens qui vont commencer par les personnages. Enfin, c'est vrai que spontanément, si je devais écrire un truc, ce serait plutôt sur les personnages que je me focuserais. Merci beaucoup, Shotmaker. Merci beaucoup d'avoir offert un sub à Max. C'est gentil. Merci beaucoup. Les grandes œuvres sont tellement inspirantes que peur de faire du copier-coller. Et je trouve que c'est le problème quand on est artiste d'une manière générale, au sens très large du terme, je parle même pas professionnel, c'est que malgré nous, il arrive que des fois une œuvre nous ait tellement marqué qu'on fait entre guillemets du plagiat sans le vouloir, en ne pensant que ça en est pas, mais en fait ça nous a tellement durablement marqué et inspiré que moi j'aurais peur de tomber, de faire par exemple, si j'écrivais une histoire complexe, de tomber dans un sous FF14 par exemple. De faire, sans me rendre compte, hein, sans me dire tiens je vais faire la même histoire mais en changeant 2-3 trucs, hein, juste de faire un truc mais en plus cheap. Mais oui, après comme tu dis Lise, t'as raison, l'originalité n'existe pas, vous faites pas de soucis sur ça, c'est vrai. Mais c'est pas grave, enfin oui, vous avez raison. Vous avez raison. Très clairement, le nombre de fois où j'écris des bouts de musique pour me dire attends, c'est de moi ou j'ai entendu ça quelque part. Oui, ça arrive souvent, ça. Hein. Ça arrive souvent. Écrire un personnage, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut partir de personnages, enfin, de gens qu'on a vraiment connus et de calquer un peu leur caractère. Enfin, en tout cas, moi, c'est la stratégie que je ferais si je devais écrire un personnage. Et je sais très bien de quel personnage je m'inspirerais, que j'ai connu dans mon passé, pour créer tel ou tel personnage. Pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Moi, c'est vraiment... Putain, je boucle, je suis désolée, mais après 10 ans, j'ai fini Breaking Bad. Je l'ai déjà dit hier, mais j'ai enfin fini Breaking Bad. Et genre, quand je vois l'écriture des personnages de Breaking Bad, je me dis, putain, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment des personnages qui sont très très bien écrits.
Il y a un autre truc aussi que j'ai peur, qui est un travers de personnes qui veulent écrire et qui commencent tout juste à écrire, c'est de faire de l'autobiographie déguisée. Ce qui n'est pas un problème, hein, ça peut être ok de commencer comme premier, dans les premiers écrits comme une autobiographie déguisée. Mais moi j'aurais trop peur que le personnage principal ce soit une version de moi mais en mieux, tu vois. Tu sais, la différence entre la personne que t'es et la personne que t'aimerais être, et du coup dans le livre t'es la personne que t'aimerais être. Tu te rends pas compte que c'est vraiment toi, mais... En lisant des trucs que j'ai écrits il y a longtemps, même pas tant que ça, je me rends compte à quel point ça correspond à moi en ce moment-là. Bah ouais, mais en vrai, je pense que c'est un travers qu'ont beaucoup de personnes. Mais après, c'est pas tellement un problème. Tu vas forcément te servir de ton propre vécu, de ta propre inspiration pour faire ce genre de choses, mais... Bon bref, voilà. Elle s'appelait Florence, Florence, elle était géniale. Elle s'appelle Florence, elle porte une cape. 100% des écrivains se sont un jour inspirés de ses proches. Nous savons... Ah bah c'est obligé, hein. C'est obligé, hein. Moi, il y a vraiment des gens dont je me souviens qui m'ont marqué et que je les créerai en pensant vraiment à eux et aux interactions sociales que j'ai eues avec eux. Hein. 100%. Hein. Oh, voilà, mon meilleur pote, alors je l'ai aidé, je sais plus ce que c'est. Game designer, je pense, dans le jeu vidéo et notre maître de campagne de jeu de rôle. Il l'utilise comme méthode pour créer des PNJ, de s'inspirer des personnes qu'il aime et connaît. Après, tu peux aussi t'inspirer de personnes que tu n'aimes pas. Et là, c'est encore plus thérapeutique. Thoron qui est en fait la maîtresse qui a puni Tolkien en CM1. Peut-être, nous ne savons pas. Peut-être. Hein. Donc, comme pour toute démarche artistique, il faut savoir écouter les conseils le temps de se faire la main et ensuite de garder ce que l'on trouve pertinent et adapté à ce que l'on veut écrire. En fait, la difficulté dans l'écriture, alors c'est pas un problème qui me concerne, mais c'est un problème qui doit concerner beaucoup d'entre vous et des gens que je connais, c'est qu'en fait, c'est l'une des choses qui demande le plus d'implication en termes de review. Dans le sens où si je donne un dessin, si je dessine sur mon iPad et je vous poste le dessin, il y a plein de gens qui pourront me faire des retours assez facilement. Là où l'écriture, en fait, ça demande beaucoup d'implication. Surtout si vous avez déjà pas mal écrit. C'est vraiment pas évident, je trouve, de ce côté-là. C'est un peu ingrat, en fait. C'est un peu ingrat parce que tout le monde n'a pas forcément 5 ou 10 heures à vous consacrer pour rentrer dans votre lore et comprendre ce que vous avez voulu dire et voir les incohérences, etc. etc. Et du coup, j'ai l'impression que les écrivains sont des artistes qui sont encore plus seuls que beaucoup d'autres artistes. Et en plus, l'écriture, c'est extrêmement personnel. Ouais, tout à fait. Et oui, la plupart des écrivains s'inspirent aussi de l'histoire, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'essaie d'écrire un roman, mais je tenais quelque chose, mais la personne avec qui j'écrivais m'a laissé tomber, donc so long. Tu peux toujours essayer de reprendre les idées, en vrai. Ça te plaisait, t'étais fière de ce que t'avais fait. L'écriture, c'est 3/4 de réécriture, relecture. En tout cas pour moi et pas mal d'autres personnes. En plus, c'est souvent difficile d'avoir des relecteurs pertinents, objectifs et constructifs. Bah ouais. C'est vraiment, c'est vraiment, je pense, c'est un des trucs qui me freine le plus aussi. Faut vraiment avoir quelqu'un de très très proche pour, enfin, si vous êtes avec quelqu'un ou vous avez un ou une meilleure amie éventuellement et encore, tu vois. Mais et je trouve ça vraiment dur. J'ai fait un roman à 7. Vous dites 7 à écrire? C'est super bien. Écriture collaborative, ça fait 7 cerveaux pour renouveler les idées. Oh, l'expérience doit être trop ouf par contre. Mais je pense par contre qu'il doit y avoir des discords quand même de gens qui se soutiennent et qui font des reviews régulières et réciproques, je pense. À condition d'être prêt à jouer le jeu et à faire le relecteur aussi pour d'autres personnes parce que c'est donnant-donnant. Mais je pense qu'il doit y avoir des serveurs Discord qui existent comme ça.
J'ai vu pas mal d'anglophones, mais moins francophones. Sinon, vous le faites dans le channel écriture. On a un channel écriture. Hein. On a un channel écriture et on doit avoir un truc de world building, mais alors je sais pas où est-ce qu'il est. Hein. Est-ce qu'on a un club de world building ou c'est autre chose? On a un channel on a un channel littérature écriture. Il y a un club de lecture. Je sais pas. Faudrait demander aux gens qui fréquentent plus cette catégorie, doivent savoir. La littérature souffre trop de son image romantique du vieux écrivain blanc coincé dans son bureau sombre alors que la réalité, elle est plus vivante que ça. Oui, mais je pense malgré tout que les écrivains sont ceux qui ont le moins de reviews sur leur œuvre, contrairement à n'importe quel art visuel. En plus, c'est difficile, c'est plus facile d'émettre, je trouve que quand tu n'y connais rien, c'est plus facile d'émettre une critique sur un dessin et de piger ce qui va, ce qui te plaît, que sur de l'écriture. Je trouve que c'est... Je pense que les gens font un gros complexe d'infériorité quand il s'agit de faire des retours en termes d'écriture, en mode « moi j'écris pas donc je peux rien dire ». Là où sur le dessin, je pense que les gens ont moins ces précautions-là. Je sais pas, hein, c'est une analyse que j'ai parce que j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes, mais... Bon, bref. Club de lecture, ça fait longtemps que c'est plus trop actif. Ouais, bah ça peut revenir. L'autre grande question quand tu écris, c'est est-ce qu'il faut connaître la fin dès le début du processus créatif ou pas? Il y a vraiment des exemples dans les deux camps. Ouais, c'est une question que je me pose beaucoup. C'est une question que je me pose beaucoup. Moi, je suis très admirative de toutes les œuvres où j'adore quand tu as du foreshadowing, donc c'est le fait de dissimuler des éléments que tu peux pas comprendre, en eux-mêmes, mais en fait qui font sens après coup, et tu te rends compte qu'on t'avait donné des indices depuis le début sur la fin de la série, du film, du truc, voilà, quand il y a des petits éléments qui semblent anodins mais qui n'en sont pas. Ça, je trouve ça très fort. Et en fait, comment ça se passe? Est-ce que tu les incorpores a posteriori pour coller avec ta fin, ou est-ce que tu connais ta fin et du coup tu les as incorporés en amont? Ça dépend beaucoup du support en plus, parce que la plupart des séries, par exemple, tu sais pas forcément combien de saisons tu vas pouvoir faire en fonction de si elles marchent et si t'as le budget. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, Takash, je pense que le foreshadowing, tu le fais rétroactivement, ouais. Les fusils de Chekhov dans tous les sens. Mais oui, j'ai appris ce terme il y a pas longtemps. Bah justement avec Breaking Bad. Les fusils de Chekhov, je vais pas en parler pour pas spoil la série, même si elle est sortie il y a longtemps. Il y a plein de gens qui l'ont pas vue, mais... Ah, je savais pas que Game of Thrones, il y avait beaucoup de foreshadowing dans les livres. En même temps, je l'ai pas lu parce que la trad FR, je la trouve infâme. Il y a énormément d'écriture rétroactive, ouais. Typiquement, FF14 jusqu'à Shadowbringer, c'est entièrement rétroactif, ouais. Complètement. T'as vu Baking Bread? Baking Bread. C'est un mec qui fait du pain. Il fait du pain. Les fusils de Chekhov, c'est un procédé de cinéma. Karine Debache ou Link the Sun l'ont souvent expliqué dans leurs vidéos, par exemple, si ça vous intéresse. Ouais, mais je me souvenais pas du terme. Je me souvenais pas du terme. Qu'est-ce que tu trouves infâme dans la trad FR? C'est ouf comme cette traduction divise. Je trouve que la traduction française de Game of Thrones est très... à un niveau de langage bien trop élevé par rapport à la version originale. C'est-à-dire que, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais il me semble que le premier chapitre du premier bouquin se passe du point de vue de Bran. Et Bran est un enfant. Et Bran, même si on est dans une époque où effectivement il vient de la noblesse et tout ça, même si il a un niveau d'éducation plus élevé que la plupart d'autres protagonistes, ça reste un enfant. Et la façon dont il s'exprime dans la version originale, tu sens que c'est un enfant. Il voit avec ses yeux d'enfant. Et dans la version française, il y a un vocabulaire où
je vais peut-être être prétentieuse en disant ça, mais j'estime que je suis pas quelqu'un qui manque de vocabulaire et il y a plein de mots sur lesquels je bute. Et en fait, je veux bien accepter, parce qu'on lit aussi pour ça, pour apprendre du vocabulaire et tout ça, notamment du vocabulaire éventuellement technique en rapport avec les châteaux ou ce genre de choses, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre l'idée d'ouvrir un dictionnaire ou d'aller regarder sur Wikipédia ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci, mais je peux pas le faire à chaque page, ça me saoule en fait. Au bout d'un moment, j'ai juste envie de poser mon cerveau et de me laisser porter par l'histoire. Et c'est ce que je reproche à la trad FR. Je la trouve un peu trop pompeuse, il y a des passages que je trouve tout simplement mal traduits, parce que je trouve que le traducteur français fait dire des choses à Martine qu'il ne dit pas, en fait. Où il n'y a pas cette vision des choses. Et quand tu es traducteur, t'es pas censé rajouter ton style, t'es pas censé rajouter des éléments, t'es censé traduire. Même s'il faut que ce soit pas... tu traduis jamais de façon littérale, tu essaies de faire en sorte que ce soit joli ou quoi, mais tu peux pas prendre non plus des libertés infinies. Et je trouve que la trad FR a pris trop de libertés par rapport au texte original. Dans la traduction de l'Iliade et l'Odyssée, il y a eu des partis pris carrément sexistes que Homère n'avait pas écrit. Maybe. Je ne connais pas assez l'histoire de la traduction. Après, c'est spécial aussi, l'Iliade et l'Odyssée. J'ai l'impression que c'est un truc classique de l'heroic fantasy de balancer du vocabulaire assez lourd pour pas grand chose. Ouais, c'est un gros reproche que je fais à la science-fiction et à l'heroic fantasy en manière générale. On reproche justement à Martine d'être pas assez soutenue en VO. Je me suis arrêtée très vite en fait dans la lecture de Game of Thrones parce que je n'aimais pas la trad. Et je n'ai pas le niveau suffisant en anglais pour pouvoir le lire en anglais. C'est un peu plus long de le lire en VO, mais au final, tu apprends du vocabulaire et tu ne perds pas le sens original. Bah ouais, mais je me sens... En fait, c'est trop un effort pour moi de lire en anglais. Et genre, généralement, je lis avant de dormir et du coup, je cherche à apaiser mon cerveau, pas à le faire travailler. En philo, on avait des bouquins avec page gauche VO, page droite trad. Oui, moi aussi j'ai eu ça. Moi aussi j'en ai eu plein. Un Français avait interviewé Kundera en le félicitant pour son langage châtié. Il était choc-barre parce que lui considère que son style est simpliste. Il a lu la trad FR et a pété un câble en mode elle était énervée, ses bras tournés comme les palmes d'un moulin. Du coup, il a tryhard le français pour sortir ses propres traductions. Oui, en plus, un style simpliste ne veut pas dire que c'est mal écrit, hein. Le traducteur des premiers tomes de Game of Thrones s'est fait virer et ils l'ont remplacé justement à cause de son côté pompeux dans les premiers tomes. Bah, il est surtout mort en fait. J'ai oublié son nom. Il est surtout mort donc. Donc, bon. Jean Sola. Ah, avant qu'il casse sa pipe, je sais pas. Jean Sola. Bon, respect à lui nonobstant, hein, mais juste, je suis pas fan de sa trad, quoi. Je suis bien désolée, mon petit monsieur. Ces différends juridiques avec l'éditeur Pygmalion ont conduit à son remplacement par Patrick Marcel dans la traduction de A Days with Dragons parue en 2011. Mais en vrai, c'est assez intéressant le débat sur qu'est-ce qu'une traduction et jusqu'où tu peux aller et tout ça. C'est des débats qui sont très intéressants en vrai. Comme la traduction à faire du Seigneur des Anneaux des années 70, Christian Bourgeois, quand tu vois le travail de dingue de Vincent Ferré, il avait expliqué son travail dessus lors des séminaires Tolkien Deal. C'est passionnant. Ah ouais, je suis pas assez une Tolkien Zeus pour être au courant de tout ça. Mais ouais, je trouve ça dommage de complexifier, de considérer qu'il faut forcément... En fait, c'est bien, mais je trouve que c'est un défaut de certains écrivains ou traducteurs. C'est des fois de vouloir enrober des phrases assez simplistes avec des métaphores en veux-tu, en voilà. Je suis pas contre, hein. L'écriture, c'est pas forcément d'écrire l'action comme si t'écrivais un scénario
très basique, hein, bien sûr que non. Mais bon, il y a des fois où c'est un peu en mode, bon, écoutez, on avance un peu ou comment ça se passe là? Déjà vu les fables de La Fontaine traduites en anglais, je me suis arraché les cheveux, certains choix, j'avoue. C'est trop particulier, la poésie, les trades de chansons, tu privilégies le sens, le vocabulaire, le rythme, les rimes. Genre les chansons Disney, les choix de trad, des fois, sont très surprenants. Oui, mais alors pour le coup, les traductions Disney sont très bien faites, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choix pour les chansons notamment qui sont faits, mais souvent, les traductions de chez Disney sont très reconnues comme étant des très bonnes traductions. La trad dans les MMO, genre FF14 ou WoW, tu en penses quoi? Bah, j'ai jamais joué. Moi, FF14, enfin, WoW, j'ai très peu joué. Et FF14, j'y ai joué qu'en français. Et, euh, et ce que j'aime d'ailleurs dans FF14, c'est je trouve que le niveau de vocabulaire est très cool dans FF14. Il est très chouette. C'est très bien écrit. Je trouve que la trad FR est très très bonne, sans pour autant que ce soit incompréhensible. Encore une petite musique de FF14, mais là on est dans Realm Reborn justement. Va peut-être falloir qu'on y aille. À un moment, j'avais dit on sera à 20h sur le jeu et j'ai encore pas tenu ma promesse, quoi. J'interviewe beaucoup de traducteurs en ce moment sur mon blog. Il y a une pluralité de visions sur la traduction et actuellement, ça se renouvelle beaucoup, même si ça continue d'être considéré comme une activité de l'ombre. Ouais, non, mais en vrai, moi, je m'étais justement intéressée à ça quand j'avais essayé. J'ai fait comme tout le monde. J'étais fan de Game of Thrones. À l'époque où on était à la saison 3 ou 4, je me suis dit, ah, moi je veux savoir, je veux lire les bouquins maintenant et tout ça. J'ai acheté le bouquin sans me poser plus de questions. Et déception quand j'ai commencé à lire. Et pourtant, il y a des auteurs que j'aime vraiment beaucoup et qui sont considérés comme pompeux des fois ou un peu chiants, tu vois. Donc là, j'étais en mode, bah, j'y arrive pas. Du coup, j'avais regardé sur Net ce qu'il en était. J'ai vu que je n'étais pas la seule à être un peu déçue de la traduction FR. Et je m'étais un peu intéressée justement à tout ce qui se disait sur la traduction et les choix. Et moi-même, j'ai fait une hypocagne. Donc une hypocagne, c'est une prépa lettres. Et quand tu es en prépa lettres, tu vas faire de la traduction d'Espagne, enfin de langue d'anglais, de LV2, donc ça dépend de ta LV2, de latin ou de grec, suivant ce que tu as choisi. Et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est là que tu te rends compte que c'est très compliqué de faire une traduction qui ne trahit pas le style de l'auteur, tout en faisant français, tout en utilisant des formules vraiment françaises, tout en respectant le style, mais sans trop mettre ton style à toi, parce que des fois tu te dis ah, cette formule là elle sonnerait mieux, mais c'est pas vraiment ce qu'a dit l'auteur, donc tu peux pas faire ça, sinon tu fais de la surtraduction. Et de m'être exercé à ça quand j'étais en études, ça m'a permis de comprendre tous les dilemmes qu'il y a là-dedans. C'est toujours pareil, c'est quand tu essaies de faire quelque chose, tu te rends compte de la complexité du truc et du coup tu as un autre regard sur ce que tu fais et ça apporte de l'eau à ton moulin. Du coup c'est c'est très intéressant comme process. C'est très intéressant. Et alors la poésie, on n'en parle même pas. Les chansons, c'est pareil, on n'en parle même pas. C'est encore un autre problème. Mais je suis le danger, Skyler. Je suis celui qui fait toc-toc. Ah ouais, après, c'est pas une mauvaise traduction. C'est juste qu'on a tellement l'habitude de la VO que... Par contre, la traduction, c'est passionnant. J'aurais pas voulu faire ça de ma vie, mais c'est passionnant. Les trad Disney sont incroyables. Je vois souvent des comme quoi c'est pas exactement les mêmes paroles, mais donc c'est pas bien, mais ça illustre bien le principe fondamental de la traduction. Traduire le sens et pas les mots, et privilégier le rythme et les rimes en chanson. Oui, exactement. C'est pour ça que je trouve que les trad FR sont très très bonnes. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué quand t'as des histoires de jeux de mots. Il y avait des... J'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, t'as vraiment des épisodes entiers qui vont tourner autour de jeux de mots. Alors, pas dans Breaking Bad, mais dans d'autres séries. Et là, tu te dis, oh, la trad, comment ils s'en sortent et ça marche bien, quoi. Mais il y en a, ça doit être des sacrés... ça doit être des sacrés trucs, hein. Voilà, typiquement, mon petit piton, bon courage pour la trad FR, exactement.
Comment ça marche pour les traductions quand une série de bouquins n'est pas finie? Exemple, Odor. Bah je sais pas comment... Je me souviens avoir checké, mais je me souviens plus de la solution. Je me souviens plus ce qu'ils ont fait en VF. Ah, c'était Au dehors. Au dehors. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Il n'aille pas au dehors. Maintenez-les dehors. Ouais, ok. Très malin. Très malin. Très bonne trad. Très bonne trad. Merci beaucoup Sephira, merci beaucoup pour le 11e mois. Ghost Knight pour le 15e mois. Evans pour le 5e mois. Merci beaucoup. Et la capitale du Burundi, je l'ai pas, Horizon, je vais pas te mentir. C'est intéressant aussi en regardant un film français genre OSS de voir les sous-titres anglais pour voir la trad dans l'autre sens. Oui, en plus, nous les Français, on aime... on est vraiment chiant avec le double sens et les... Enfin, c'est pas que les Français qui font ça, mais genre... OSS, quand t'es le trad de OSS, tu dois faire... Putain. Je vais demander l'avis de la commu pour un joueur ne pouvant jouer qu'avec une manette. Vaut mieux FF14 ou Tezo. Je n'ai jamais joué à Tezo, mais je sais que FF14 se joue très très bien à la manette. Mais je ne serais pas étonnée que Tezo aussi. Mais je sais que FF14 à la manette, c'est très bien. Ça a vraiment été pensé pour parce que celui qui a repris le jeu était un joueur manette. Et oui, OSS, c'est surtout les refs, ouais. Oh, ouais. FF14 à la manette se joue très bien, mais ne joue pas healer, s'il te plaît. On disait quoi sur la toxicité tout à l'heure, Lys? La toxicité, c'est forcément les autres, c'est ça? Yes, yes, my blanket is good. Et oui, comment tu dis se beurrer la biscotte en anglais? Et surtout, parce que c'est une formule qui existe, je suis pas sûre, hein. Oui, je l'ai vu, Dad of Light, ouais, ouais. Ah non, la série Netflix? Attends, Dad of Light, la série Netflix? Sur FF14? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Camelot aussi, ça va être un enfer. Butter my bread, mais faut ajouter un wink en sous-titre, Aimo. Moi qui me sens illégitime sur Twitch parce que je viens pas du gaming mais de la littérature, je me sens vraiment bien sur tes lives, Florence, c'est gentil. Mais vous savez, la plupart des streamers ne viennent pas du monde du jeu vidéo en général. Hein. Ils ont fait plein d'autres choses avant. Hein. Si on parlait que de jeux vidéo, au bout d'un moment, on tournera un peu en rond hein, quand même. Hein. Après, les ricains, ils vont pas traduire Camelot ou OSS, ils vont faire un remake. Très bonne réflexion, effectivement, Taka. C'est vrai. C'est vrai. Mr. Fox a fait une super vidéo sur la trad d'Astérix et d'Alexandre Astier en version anglaise. Elle est franchement très cool, la trad, ils s'en sortent très bien. Ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Non, non, mais les traductions françaises, c'est pour ça, c'est toujours agaçant, les discours sur la VF qui sont mauvais, etc. On a de la chance d'avoir de très bons acteurs, de doublage en ce qui concerne la VF. Et d'avoir une équipe de traducteurs aussi qui sont très bons, quoi. C'est-à-dire que la VF, c'est nul par définition, même si moi, je regarde beaucoup de films en VO. C'est marrant parce que je regarde mes films en VO et mes séries en VO, mais si j'avais commencé une série en VF à l'époque, genre, j'ai du mal à regarder Desperate Housewives en VO. Je le regarde en VF parce que pour moi, la voix de Suzanne, c'est celle-ci. C'est celle de la VF, parce que j'ai grandi avec la VF. Donc souvent, quand t'as commencé un truc d'une façon, t'as un attachement pour toujours à cette version-là. Pareil avec je regarde pas mes Disney en VO, par exemple. Je regarde mes Disney en VF, parce que c'est... La voix de Simba, c'est celle-ci. Je peux pas voir le Seigneur des Anneaux en VO? Ouais, je comprends. Je comprends. Malcolm, je comprends de fou aussi.
Tous les trucs liés à l'enfance, généralement, quand t'as mis une voix sur un truc, puis tu restes dessus. Hein. Pirates des Caraïbes ou Harry Potter, bah ouais, c'est pareil. Hein. J'ai revu Retour vers le futur en VO récemment et c'était bizarre. Les Simpsons en VO, c'est impossible. Ouais, je pense que c'est vrai qu'à choisir, je regarderai la VF aussi. Hein. La voix de Bruce Willis en VF, oui. Sacrée dinguerie. Sacrée dinguerie. C'est pour ça que dans les séries, quand il y a un changement de doubleur, je trouve ça très bizarre et je préfère changer vers la VO. Ouais, aussi, ça arrive. Oh, du coup, j'ai trop envie de... Trop envie d'écouter l'une des pires, des pires VF. Désolée à lui, hein, mais... Une des pires VF du jeu vidéo. Mais comment trouver ça? Comment trouver la première version de la voix d'Orchefant, quoi? Mon ami. Mon ami. Je savais que t'allais partir sur ça. Je suis si prévisible. Je suis si prévisible. Ah ouais, c'est difficile de trouver, hein. Tapez Orchefin en VF sur YouTube, mais tapez pas ça si vous faites F14. Mais je sais pas si mon algorithme est niqué, mais si je mets voix française carrément. Mais putain, pourquoi je trouve que des trucs en anglais? Comment se fait-il? Bon, tant pis. Tant pis. Je retrouve pas non plus, ouais. Ouais. Non, mais ils ont changé la voix en cours de route. Ils ont changé la voix en cours de route et la voix définitive est très très bien. Mais la première version de la voix, elle était... C'est pas la meilleure... C'est pas la meilleure. Voilà. Bon, allez, on va passer sur Baldur's Gate. Un de ces quatre quand même. C'est bien intéressant cette petite discussion. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps, mais... Et typiquement, je suis en train de penser que maintenant que j'ai fait Baldur's Gate, je pense qu'il n'y aura jamais de VF pour Baldur's Gate parce qu'il y a trop de choses à doubler. Hein. Mais en fait, je trouve que les acteurs de la VO sont tellement bons que ça va être difficile quoi, de passer sur autre chose. Hein. Astarion, ce sera toujours Nail, exactement. Exactement. Bon, allez, on va passer sur... à chaque fois, et vraiment, et ce métier, il est vraiment fait pour moi. Hein. Il faut être bavard, en fait, pour faire du stream, et ça me correspond bien. Hein. Hyper intéressant comme sujet, en tout cas, c'est mon métier, ma passion. Ça fait du bien de voir des gens apprécier autant les traductions. Bah oui, vous êtes indispensable. Hein. Vous êtes absolument indispensable en matière de divertissement et de plein d'autres choses encore. Merci de traduire les manuels de les manuels d'utilisation de certains appareils électroniques, par exemple. Bon, allez, on va passer sur Baldur's Gate. Merci pour cette conversation qui était très très cool. Merci beaucoup, c'était chouette. On en reparlera de toute façon à d'autres occasions, bien sûr. Et j'aimerais toujours en fait faire des streams où on pourrait, par exemple, genre j'aurais voulu écouter des musiques Disney en VO et en VF, mais là c'est un coup à se faire DMC dans tous les sens, quoi. Donc c'est chiant. C'est chiant. Un manuel de machine à laver, par exemple. Par exemple. Et oui, en plus, Baldur's Gate 3, ils ont non seulement fait les voix, mais en plus les scènes en motion capture. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura jamais de VF de Baldur's Gate. Voilà, en tout cas, force à vous si vous êtes traducteur, et bravo. Et bravo. Mais pour m'être essayé très rapidement au cours de mes études à ce truc-là, je vais zoomer la caméra, excusez-moi. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident du tout.
et que je n'aurais pas aimé faire parce que je trouve que c'est un casse-tête permanent. Il faut très très bien maîtriser les deux langues. Ce n'est pas forcément facile. Bravo pour la traduction.